2017 s'est bien achevé. Finalement, au niveau mondial, on fait assez sensiblement plus que ce qui était estimé en début d'année. Dans la zone euro en particulier, on fait bien mieux, puisqu'on fait 2,3%, là où on attendait 1,4%. Et au Japon aussi, on fait assez sensiblement mieux que ce qui était espéré. En termes de conjoncture de toute fin d'année, on a eu des enquêtes PMI qui sont sorties au-dessus des attentes en accélération dans la zone euro et qui augurent bien pour le début 2018. Au global, on attend une croissance un peu plus forte, en particulier liée à un investissement des entreprises qui, selon nous, devrait être un peu plus dynamique en 2018 qu'il n'a été en 2017 ou 2016. L'économie américaine joue un rôle très important puisque c'est l'économie qui mène le cycle global. Au moment où on s'approche de la fin du cycle et où la Banque centrale doit essayer de ralentir la croissance, ils deviennent encore plus importants. Et donc 2018, clairement pour nous, c'est les États-Unis qu'il va falloir le plus surveiller. On est sur une économie qui semble devoir réaccélérer, puisque l'investissement a l'air de vouloir réaccélérer côté entreprise. Aux États-Unis, on a même l'investissement résidentiel qui semble réaccélérer. La baisse de taxes qui vient d'être votée va soutenir la croissance. Les estimations, c'est que ça devrait accroître la croissance de l'ordre de 0,5 points en 2018. Et donc on a une demande qui réaccélère et pour autant on a une économie qui semble déjà tourner à plein régime avec un chômage très bas, 4,1%. Et c'est vrai qu'on peut se demander comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont pouvoir réaccélérer et si oui, est-ce que le taux de chômage va pouvoir baisser vers les 3% avec quelles conséquences sur les salaires et l'inflation? Donc c'est vrai que ça soulève beaucoup de questions. On a plusieurs scénarios. La demande accélère. Premier scénario, c'est que la production n'accélère pas et que c'est le commerce extérieur qui va fournir cette demande supplémentaire. Ça, c'est un premier scénario. Deuxième scénario, on a bien une accélération de la croissance, mais sans faire baisser le chômage davantage. Ça veut dire qu'on produit plus avec pas plus de gens, donc ça veut dire qu'on a des gains de productivité assez importants. C'est un scénario auquel on croit assez peu. Et puis après, on a les deux scénarios où on a une baisse du chômage, donc un chômage qui passe de 4,1% à peut-être 3,5, 3,3, 3,2. Et là, avec deux sous-scénarios possibles. Le premier, c'est sans accélération de l'inflation et des salaires. Et puis le dernier scénario, c'est celui où on a enfin une réaccélération de l'inflation, enfin une réaccélération des salaires avec la baisse du chômage. C'est une bonne nouvelle pour les économistes et pour les banques centrales, puisque ça veut dire que tout fonctionne selon la théorie. Par contre, c'est vrai que ça risque de créer un peu d'agitation avec des remontées de taux importantes et des marchés actions qui vont devoir absorber ces hausses de taux. On peut imaginer que la Banque centrale américaine soit obligée de remonter ses taux, non pas 3 fois, non pas 4 fois, mais pourquoi pas 5 fois, pourquoi pas 6 fois. Sur les élections à mi-mandat aux États-Unis, c'est vrai qu'on a une probabilité assez élevée que les démocrates gagnent l'une des deux chambres. Donc ça peut un peu compliquer la politique américaine, ça peut un peu paralyser les décisions, comme ça a été le cas par le passé. La Chine est un des autres pays à surveiller en 2018. Le président chinois vient de sortir renforcé du dernier congrès du Parti communiste. On sait que c'est un pays où il y a des grands déséquilibres avec beaucoup trop d'investissements, pas assez de consommation, un surendettement qui est assez développé. Et on peut penser que le gouvernement renforcé va tenter de prendre des mesures pour essayer de résorber ces excès. La vitesse à laquelle il va essayer d'agir, la teneur des mesures qu'il va prendre, vont un peu dicter la dynamique de croissance sur 2018. Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur ce qui va être fait, mais c'est vrai qu'il va falloir surveiller les premières annonces. On a vraiment l'impression qu'ils sont calés sur le scénario 3, qui est un peu le scénario le plus positif. C'est vrai que pour nous, ce n'est pas le scénario le plus probable, et c'est pour ça qu'il y a un risque de surprise négative. Dans le scénario 4, les taux vont remonter, mais avec sans doute de la volatilité. Ça va être un environnement sans doute moins serein que ce qu'on a connu en 2017, où au final, la volatilité des marchés actions a été extrêmement faible. Le contexte actuel reste favorable aux actifs risqués puisqu'on est toujours dans le cycle d'expansion économique. Parmi les actifs risqués, nous préférons les marchés actions, mais au sein du monde obligataire, c'est vrai que le crédit subordonné financier est celui qui a sans doute le plus d'intérêt, le plus de valeur. Alors sur le haut rendement corporate, on reste sur une situation un peu tendue, mais comme les spreads ont un peu remonté depuis, je dirais que ça retrouve un peu d'intérêt. Sur la zone euro, c'est clairement la zone économique où on a eu les surprises économiques les plus importantes, avec une accélération de la croissance qui n'était pas anticipée. Sur la toute fin d'année, on a encore une amélioration de la confiance des entreprises. Et donc ces bonnes surprises d'un point de vue macroéconomique vont sans doute se traduire prochainement par des bonnes surprises en termes de publication de résultats. Et donc c'est vrai que c'est un des marchés sur lequel on est très positif. Et si on a raison et qu'on a des bonnes surprises sur les résultats, on va sans doute avoir une progression des marchés actions de la zone euro assez importante en 2018. Pour nous, en 2018, il va falloir de nouveau privilégier les actifs les plus risqués. Le cycle économique n'est pas totalement terminé, il reste encore 1, 2 ou 3 ans peut-être, et donc il faut aller jusqu'au bout pour bénéficier de la performance des actifs risqués. En premier lieu, ce que nous préférons, c'est les marchés actions, avec un petit bémol sur le marché américain qui nous semble un peu artificiellement soutenu par ces baisses de taxes.
Au sein du monde obligataire, on préfère la composante la plus risquée, c'est-à-dire les obligations convertibles, et juste derrière, les dettes subordonnées financières. Et puis la partie qu'on aime le moins, c'est toujours l'investissement en obligations d'État, avec des performances négatives en 2017 qui pourraient se reproduire en 2018 et avec une ampleur encore plus importante.